Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Des amis dans la salle. Merci à celles et ceux qui sont restés de notre événement un peu plus tôt. Donc, François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal et de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Très heureux de vous recevoir une fois de plus avec notre partenaire de longue date, la Croix-Rouge canadienne, mon ancien employeur également, je dois le dire. Je ne suis pas objectif du tout. Pour cette activité de la 5e édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie, pour la conférence intitulée Polycrise et droit international humanitaire, l'environnement en période de conflit armé. Alors, beaucoup de mots qui se croisent importants, des concepts qu'on aura l'occasion d'éclairer grâce à nos invités. Il était incontournable pour nous qu'on parle de droit international humanitaire à cette 5e édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie, en cette période trouble particulièrement. La politique prédatrice des États-Unis s'attaque particulièrement aux normes internationales, comme vous le savez, laissant les États autoritaires, on pourrait même les qualifier de voyous, ou même les États qui se disent des démocraties, violer quotidiennement les conventions de Genève. Alors, c'est évidemment un secteur particulièrement fragile et vulnérable. Et notre travail à nous ici, c'est de s'assurer qu'on garde le phare sur ces thèmes-là, qu'on évite qu'ils passent à la trappe avec les élections qui s'en viennent au Canada. Alors voilà, mon mot éditorial est passé. Comme dernier rempart de la protection des civils, le droit humanitaire est particulièrement donc vulnérable, je viens de le mentionner. Alors, une raison de plus pour saluer tous nos partenaires aujourd'hui pour cette activité des Rendez-vous Gérin-Lajoie et particulièrement donc pour cet après-midi. Alors, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, le CORIM, évidemment la Croix-Rouge canadienne, plusieurs représentants dans la salle, l'OCA, l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, ainsi que l'Observatoire sur l'agenda 2030 des Nations unies. Je remercie d'entrée de jeu Fanny Dagenet-Dion, qui est candidate à la maîtrise ici même en droit à l'UQAM. Elle me disait il y a quelques secondes qu'elle attendait les corrections de son mémoire. Alors, elle est candidate encore pour quelques temps. On s'est dit qu'on allait s'empresser de la garder le plus longtemps possible, même si on lui souhaite beaucoup de bonheur et de plaisir, peut-être à la Croix-Rouge canadienne. D'ailleurs, elle y est déjà. Elle agit comme, je crois, hein, Fanny, je ne dis pas n'importe quoi. Tu n'es pas à la Croix-Rouge? Oui, tu es à la Croix-Rouge, voilà, c'est ça. Je me suis un peu mêlé dans mes notes. Donc, merci d'agir comme modératrice. Et je te laisse le soin de présenter et remercier tous nos invités. Je vais céder la parole à ma collègue et amie Sophie Rondeau, directrice et conseillère juridique éducation humanitaire Croix-Rouge canadienne. Je suis fier de dire aussi que tu es membre chercheur également à l'OCA pour faire le petit mot d'ouverture. Merci beaucoup d'être encore là année après année pour cette activité qu'on aime évidemment bien faire avec vous. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup, François, pour ce mot de bienvenue. L'UQAM, c'est la maison pour ces événements de droit international humanitaire. On a été de tous les rendez-vous Gérin-Lajoie et même 5-6 éditions précédemment avec les différents chapeaux que j'ai pu porter, candidate à la maîtrise, chercheur auxiliaire, affiliée à la Croix-Rouge. C'est vraiment un terreau fertile pour nous pour engager des discussions. C'est une période qui est particulièrement difficile. Toutes les questions humanitaires sont toujours lourdes et là, on a comme une chape de plomb d'un contexte qui est extrêmement volatile, très chaotique. Le fait d'être réunis aujourd'hui dans une salle et de prendre le temps de discuter de la mobilisation des règles de droit pour protéger la dignité, pour protéger l'intégrité de la personne humaine, c'est déjà une étape qui est très importante. Alors, je vous remercie de nous aider à continuer à faire ce travail-là. En se mobilisant ensemble, on va être capable de fournir une réponse qui est concertée et on va garder le cap sur cette protection-là de la personne humaine. Je vais utiliser les 15 dernières prochaines minutes qui me sont accordées pour mettre la table aux discussions que vous allez avoir qui vont être extrêmement stimulantes, où on va parler de l'interface entre le corps juridique et le droit humanitaire qui s'applique dans les conflits armés
et la question d'environnement. Moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre certaines pièces. Qu'est-ce que c'est le droit humanitaire? Quelles sont les questions principales? Si je fais bien mon travail, il y aura plus de questions que de réponses et vous serez après bien outillés pour pouvoir interagir avec nos panélistes. Alors, à l'aide de mon support visuel, on m'a dit que ça peut être capricieux, mais pas du tout. Ça va très bien ici. Qu'est-ce que le droit international humanitaire? Bien, premièrement, on va y aller avec des choses simples. Si c'est des répétitions pour vous, c'est bien. Des fois, on apprend bien en répétant. Mais c'est un ensemble de règles qui visent à réglementer les situations de conflits armés. On le verra, conflits armés internationaux ou non internationaux, mais c'est un seuil qui est assez élevé. C'est une situation qui est spécifique. On ne veut pas que le corpus de droit, qui est le droit humanitaire, s'applique en temps de paix, puisqu'il permet un usage de la force qui reste encadré, mais qui reste aussi un usage de la force. Donc, il y a des règles, même dans la guerre, il y a des limites. Donc, protection des populations civiles, les personnes qui ne participent pas et qui ne participent plus, civiles, mais aussi les combattants qui ont été blessés. Et ça vient limiter le type d'armes et la façon dont on fait la guerre. On regardera tout à l'heure la façon dont les hostilités sont conduites peuvent avoir et ont souvent un effet sur l'environnement et les règles applicables dans la façon dont on conduit les hostilités s'appliquent dans ce contexte-là, même si c'est quelque chose qui, historiquement, n'a peut-être pas été mis de l'avant énormément. J'y reviens toujours. On pourrait faire un cours de 10 minutes, on pourrait faire une carrière de 40 ans de droit humanitaire. Pour moi, le droit humanitaire n'est pas qu'humanitaire. C'est une tension constante entre, d'un côté, les considérations d'humanité et d'autre côté, les considérations militaires. Pourquoi? Si on a un droit qui tire seulement la couverte du côté humanitaire, on va se déconnecter des réalités du terrain opérationnel et les gens qui prennent part aux hostilités, les combattants, ne pourront plus utiliser ce corpus de droit-là pour faire leur travail, aller à leur fin. C'est un droit que moi, je qualifie de réaliste pessimiste. La guerre est interdite sous la Charte des Nations unies, mais c'est une réalité avec laquelle on doit faire. Et le fait de mettre des limites dans le contexte d'un conflit armé nous permet quoi? De sauver des vies, de protéger, d'alléger et de prévenir la souffrance des populations. Donc, cet équilibre-là est essentiel pour que ce corps de droit-là reste pertinent. C'est un corps de droit qui vit plusieurs affronts, plusieurs violations, mais il est là et vous verrez qu'il est quand même assez solide si on regarde du côté juridique. C'est ce que je veux faire avec vous dans les prochaines minutes, qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que c'est. Le droit international humanitaire a une base de droit conventionnel très forte. On a les 4 conventions de Genève qui ont été adoptées en 1949. Si on se situe historiquement, il y avait un momentum viral à ce moment-là. Les atrocités commises après la Deuxième Guerre mondiale ont fait que la communauté internationale, qui, oui, était plus réduite à ce moment-là, on n'avait pas une grande présence africaine, on avait presque une absence de l'Asie, mais quand même, tous les États se sont mis d'accord, ont mis de côté les questions de sécurité nationale ou les questions économiques pour se dire on doit se donner des règles qui viennent encadrer la façon dont on fait la guerre. C'était la réponse qui avait été donnée au cri qui avait retenti de plus jamais les atrocités qu'on avait pu voir à la Deuxième Guerre. Donc, c'est une pierre de touche très importante qu'on a avec les conventions de Genève. Ces 4 conventions-là, qui s'appliquent principalement aux conflits armés internationaux, entre 2 États, comme ce qu'on voit en ce moment en Russie et en Ukraine, sont ratifiés universellement. Ce qui veut donc dire qu'on a des règles qui s'appliquent. Il n'y a aucun État qui peut dire « ça ne s'applique pas à moi ». Il y a un petit article qui s'applique aux conflits armés non internationaux, l'article 3 commun, qui est aussi là-dedans. Ce qui veut donc dire que quand on parle de droit international, on parle la langue des États. Ce sont les obligations que les États ont bien voulu se donner et de mobiliser ce corps juridique-là est une façon d'aller chercher la responsabilité de ceux qui font la guerre, puisque ce sont les seules personnes, ce sont les seules entités qui peuvent y mettre fin, c'est ceux qui la font la guerre. On a aussi des protocoles additionnels qui ont été adoptés en 1977, qui, eux, viennent étoffer les règles des conventions de Genève, des situations de guerre de libération nationale, les questions d'occupation, qui étaient présentes en 1949, mais qui avaient changé dans le contexte. La communauté internationale est retournée à la table de travail et se s'est donné des règles supplémentaires pour venir ajouter aux règles des conflits internationaux, mais aussi les conflits armés non internationaux.
La moins bonne nouvelle avec ci, on n'a pas une ratification universelle. On a à peu près le 4/5 des États qui les ont ratifiés. Donc, ici, il y a un jeu sophistiqué juridique d'arrimer le corps juridique qui s'y applique. On ne fera pas ça ensemble cet après-midi, mais c'est un peu pour vous dire le jeu juridique avec lequel on a. Vous rappelez qu'on a un corps juridique très, très fort avec les traités, mais qu'il y a plusieurs documents qu'on peut aller chercher pour aller chercher la responsabilité des parties au conflit armé. Pour le visuel, je suis quelqu'un qui apprend en répétant et en regardant. Alors, vous l'avez ici. Je vous ai dit, le droit humanitaire s'applique aux conflits armés internationaux entre deux États, c'est la première vignette. Conflits armés non internationaux, il nous manque un visuel, je pense. Voilà. Non internationaux, entre un groupe armé non étatique et un État ou deux groupes armés non étatiques. Je n'irai pas dans les détails. Moi, j'ai beaucoup travaillé, quelques années. La Syrie est un bon exemple d'un terrain extrêmement complexe où il y avait plusieurs conflits armés non internationaux ainsi qu'un conflit armé international qui était combattu sur le même terrain. Simple dans sa formulation, le DIH, extrêmement complexe dans sa formulation. Vous avez ici la base de notre travail pour vous aider à comprendre les discussions que vous aurez dans le panel. J'y vais avec les 3 règles de base qu'on retrouve en droit international humanitaire en matière de conduite des hostilités. 1 + 2 + 3. Je ne suis pas une grande mathématicienne, mais cette équation-là, elle est fondamentale en droit humanitaire. Les 3 conditions que je vous donne, elles sont cumulatives. Quand on porte une attaque en droit international humanitaire, il est essentiel de respecter ces 3 étapes-là, et je crois que nos panélistes reviendront sur cet élément-là. Première chose, quand on décide de faire une attaque, on doit distinguer entre les civils et les combattants. Si la cible qu'on vise est une cible civile, un objet ou une personne, il est interdit de mener cette attaque-là. La cible doit être un combattant ou un objet militaire. C'est une condition sine qua non. Si on ne met pas un crochet, c'est terminé, l'attaque ne peut pas être menée. Deuxièmement, la proportionnalité. On a identifié une cible qui est une cible légitime, qui est donc une cible militaire. Même si on a identifié ça, la nature de l'attaque qu'on porte doit être proportionnelle. La proportionnalité, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient limiter les dommages qui vont être causés par les opérations militaires en exigeant que les effets et les moyens ne soient pas disproportionnés. Donc, même quand on attaque une cible militaire, les effets, et c'est toute la question des dommages collatéraux, où une personne civile peut faire les frais d'une attaque, mais si elle n'est pas visée directement et qu'elle est un dommage collatéral, si la règle de proportionnalité est respectée, on reste dans le cadre juridique du droit international humanitaire. Repensez à ce que je viens de vous dire, simple dans la formulation, extrêmement complexe dans l'application. C'est pour ça qu'on travaille sur ce domaine-là chaque jour à la Croix-Rouge, de travailler avec les porteurs d'armes sur ces questions-là. Précaution, c'est le 3e. On a une distinction entre les civils et les combattants. On a une attaque qui est proportionnelle. Est-ce qu'on peut y aller? Non, on doit prendre des précautions, toutes les précautions qui sont nécessaires pour minimiser les pertes civiles incidentes. Donc, vérifier la nature des cibles, faire des choix d'armes appropriés, évaluer les effets, évidemment, donner des avertissements et contrôler l'exécution. Ces 3 éléments-là sont cumulatifs et sont nécessaires pour qu'une attaque en droit humanitaire soit considérée comme légitime. Ceci étant dit, je prends quelques minutes avec vous pour lier ces notions-là au contexte de l'environnement, et c'est là que nos experts vont amener toutes les nuances qui sont nécessaires. Comme je l'ai dit, moi, je mets la table avec certains éléments de réflexion dans lesquels on pourra approfondir. Je vous invite aussi, si pendant la période des questions, il y a des éléments que vous voulez approfondir, ça sera vos panélistes qui pourront répondre, mais ça me fera plaisir d'ajouter si c'est nécessaire. Votre modératrice aura sa discrétion de venir me chercher, mais s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, les dommages causés à l'environnement, ils entraînent des conséquences qui sont graves et qui sont complexes pour les populations touchées par les conflits. On dit souvent que c'est la victime silencieuse dans le cadre du conflit armé. L'environnement, on pourrait développer là-dessus, mais il est lié intrinsèquement à la personne humaine dans laquelle elle évolue et dans laquelle elle est tributaire pour le respect de sa dignité et de son intégrité. J'ai quelques exemples. On y reviendra sûrement, mais c'est les exemples qu'on utilisait. J'en profite pour souligner la contribution d'une de nos anciennes employées. Rina Cristescu avait fait sa maîtrise sur ce sujet-là précisément. Elle occupait un poste avec nous à la Croix-Rouge. Elle est maintenant capitaine dans les Forces armées canadiennes. Elle a rejoint l'équipe du juge avocat général, mais on utilise encore les résultats de ses recherches, comme quoi un travail de collaboration peut se faire quand même. Donc, c'est les grandes lignes de son travail qu'on a réutilisé dans la présentation ici.
En 1969, on est juste avant les protocoles additionnels, l'agent orange, des missions de défoliation qu'il y avait au Vietnam. On voit ici un hélicoptère qui pulvérise un agent de défoliation sur les terres agricoles dans le delta du Mekong. Respecte pas la règle de distinction. L'objectif est indiscriminé, c'est pas nécessairement proportionnel et il n'y avait pas de précautions qui ont été prises. Ça a été une attaque qui avait été considérée comme étant contraire au droit international, même si le cadre juridique à ce moment-là était différent puisqu'on était en 1969. C'est un dommage important qui avait été commis à l'environnement et qui était en violation du droit international humanitaire. Koweït, 1991. On a une photo qui a l'air un peu floue peut-être en ce moment. L'élément important ici, c'est une photo de la NASA. Donc, on est assez loin, on est dans l'espace. On voyait les panaches de fumée des incendies de pétrole au Koweït. Est-ce qu'une attaque de cette telle ampleur qui atteint l'environnement de façon si grave est proportionnée? On a là une réponse que le droit humanitaire nous amène pour venir commenter, pour venir qualifier juridiquement la nature des attaques qui avaient été commises. Comme juriste, experte en droit humanitaire, mais aussi comme humanitaire, on pourrait dire que cette attaque-là ne respectait pas les règles de base qui sont connues par les parties au conflit. Ici, c'était les forces américaines à ce moment-là. Serbie, 1999, la situation en ex-Yougoslavie a donné lieu à énormément de mobilisation de la communauté internationale par une réponse judiciaire, avec la création d'un tribunal ad hoc, avec une mobilisation de l'OTAN sous le président Clinton. Donc, il y a énormément de développement plus large que celui du droit humanitaire qui ont pris forme dans la situation en ex-Yougoslavie. Mais j'ai retiré tout simplement cet exemple-là de la Serbie en avril 1999, où une usine de pétrochimie avait été bombardée. Peut-être était-ce un objectif militaire, dans ce cas-ci, je ne crois pas, mais même si c'est un objectif militaire, les effets disproportionnés des usines de pétrochimie ont créé des dommages énormes à l'environnement, avec les photos que vous pouvez voir ici. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le bombardement avait été fait par les forces de l'OTAN à ce moment-ci. On peut voir qu'on peut aller piger dans l'histoire pour comprendre certaines dynamiques de pouvoir au-delà des arguments juridiques qui peuvent être présentés. Ici, l'intervention de l'OTAN dans le cadre de ce conflit-là nous donne quand même matière à réfléchir et à peut-être envisager notre réalité du 21e siècle à la lumière de notre histoire récente dans le contexte de l'environnement. C'est cet exemple-là que je vous présente. Et puis finalement, la rivière Kaboul, l'Afghanistan, un pays qui a été sous le joug du droit humanitaire pendant plusieurs périodes, à ce moment-ci, dans une situation qui n'est pas une situation de conflit armé à proprement parler, si on revient sur les vignettes que j'ai vues, mais qui vit une crise humanitaire aiguë. Les dommages qui ont été causés par les interventions militaires pendant les interventions au début des années 2000, ont laissé, comme vous voyez, des cours d'eau non seulement pollués, mais inutilisables, ce qui a des effets sur toute la population longtemps après que les hostilités peuvent être terminées. Peut-être que je peux vous dire, avec l'expertise de la Croix-Rouge canadienne, nous, on a une expertise en santé. Une des tâches qu'on faisait le plus avant l'arrivée des talibans au pouvoir, donc en Afghanistan, c'était le travail de santé très simple, mais nécessaire, des cliniques mobiles qui allaient rejoindre les femmes qui étaient isolées dans les régions plus loin des capitales. C'est le travail qu'on faisait beaucoup. L'accès à l'eau était aussi essentiel puisque dans ces régions-là, ces soins-là n'étaient pas accessibles. Ça, c'est quelque chose qui est pas nécessairement mobilisé du droit humanitaire, mais qui est tout à fait tributaire de ce travail-là. Le travail que nous, on fait avec les forces armées permet peut-être que les cours d'eau, éventuellement, ne soient pas pollués, puis que les populations civiles puissent recevoir les services dont ils ont besoin. Dans nos formations, on le répète souvent, Fanny et moi, les femmes continuent d'accoucher pendant les conflits armés, les enfants naissent, la vie continue. Alors, c'est la même chose pour l'environnement. Les besoins qu'on a autour de notre environnement restent les mêmes, ils restent présents. Alors, comment le DIH protège-t-il l'environnement? Il y a une interdiction formelle, donc contenue dans le droit des traités, de causer des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel. Je vous souligne aussi qu'il est interdit de porter atteinte à l'environnement naturel à titre de représailles. C'est une construction juridique qui est assez technique, la notion de représailles. Habituellement, les représailles sont interdites. Il y a un contexte assez difficile à mobiliser qui le permet. Une chose est sûre, on ne peut pas le faire en portant atteinte à l'environnement. Donc, la mention spécifique de l'environnement dans ce contexte-là nous démontre un intérêt de le protéger pour pouvoir maintenir la dignité des personnes humaines. Je vous souligne que la définition d'environnement n'est pas la même dans tous les corps juridiques. C'est pour ça qu'on a encore besoin des avocats. Sans aller dans le détail, je vous ai donné les autres instruments juridiques. Vous avez la définition en droit humanitaire sous le protocole additionnel.
un système d'interrelation inextricable entre les organismes vivants et leurs environnements inanimés. C'est les mots qu'on utilise en DIH. Mais la Déclaration de Stockholm et le Programme des Nations unies pour l'environnement ont des définitions qui se ressemblent, qui se recoupent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Je le mentionne ici puisqu'on voit qu'il y a des arrimages juridiques ou des interprétations qui peuvent permettre une certaine distanciation si on se trouve dans le contexte de droits humains ou dans un contexte spécifique de droit humanitaire. Responsabilité des dommages causés par l'environnement, par les conflits, bien, il y a différentes mobilisations. Souvent, en droit international, si on regarde une façon d'adresser les violations, il y a beaucoup de frustration, on trouve que l'impact est réduit, qu'il n'y a pas beaucoup, en bon français, de grip, mais en droit international, c'est beaucoup la complémentarité. Si on met tous ces mécanismes ensemble qui répondent aux différentes réalités, on a un système qui est complexe, qui est complet, qui est difficile à mobiliser, mais souvent, où se trouvent les points d'achoppement dans les réactions politiques. C'est là que le droit et la politique sont toujours en discussion et c'est dans ce contexte-là qu'on vient mobiliser les différents mécanismes. Donc, je vous le mentionne, possibilité de responsabilité individuelle autant au niveau national qu'international, la responsabilité civile, donc mobiliser les tribunaux domestiques pour les victimes et d'aller demander compensation financière, c'est quelque chose qui est possible, qui est utilisé. Je vais bientôt conclure. Merci. Responsabilité des États et sanctions et pressions internationales. Les voies possibles pour poursuivre la destruction de l'environnement, je vous l'ai mis ici pour que vous ayez le visuel. Cour pénale internationale permet le crime d'atteinte à l'environnement sous les crimes de guerre de l'article 8. Il y a aussi sous le crime contre l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression. Tous ces crimes-là ont des composantes qui touchent à l'environnement. Donc, même si le statut de Rome, c'est un autre cadre juridique que celui du DIH, on vous mentionne qu'il y a quand même ces possibilités-là d'aller chercher la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement. Les effets pour remédier aux dommages environnementaux, on vous mentionne qu'il y a eu des exemples récents. On est sur le terrain plus positif de regarder un peu du côté des solutions. Cambodge avec les communications de la CPI sur l'accaparement des terres. Colombie avec la juridiction spéciale pour la paix et les groupes autochtones et la nouvelle définition d'écocide, donc qui découle de cette idée de génocide, qui est un cadre juridique très restreint. Je vous partage ici un exemple de la fondation Stop Écocide. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites à cette fin-là. On a Catherine Savard, qui est une chercheure affiliée à l'Université Laval, qui fait son doctorat exactement sur ce sujet-là, soutenue par la Fondation Trudeau à Oxford en ce moment. Donc, on a des chercheurs et des académiciens qui travaillent sur cette question-là de l'écocide. C'est un terreau extrêmement riche. C'est adjacent au droit humanitaire. Nous, on travaille sur le théâtre opérationnel. L'écocide, c'est vraiment la sanction qui est après. On voulait vous mentionner que ça existait. Et je crois que j'ai une dernière vignette. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que je suis restée dans les temps. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous ai donné les outils pour vous engager dans la discussion. Et puis, je vous souhaite une bonne conférence. Fanny, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour cette belle introduction au droit international humanitaire, précisément le relatif à la protection de l'environnement naturel. Je suis très contente d'être ici. Je veux commencer par remercier nos panélistes qui sont ici avec moi aujourd'hui. Je pense que c'est très intéressant de parler de l'environnement par rapport aux conflits armés, notamment avec le droit international humanitaire, mais on se rend compte de plus en plus là, que l'environnement, les conséquences sur l'environnement ont une longévité impressionnante qui vont souvent au-delà des conflits armés. Je pense que c'est intéressant de voir l'interaction du droit international humanitaire avec d'autres domaines et d'autres réalités juridiques. Donc, on va commencer notre table ronde. La façon qu'on va fonctionner, vous voyez 3 panélistes à ma gauche, mais on a un panéliste supplémentaire qui est en ligne. Donc, on va commencer avec une présentation en ligne de Marcel Goyeneche. Donc, on le voit bien. Cette présentation-là va être suivie directement d'une courte période de questions et réponses. Puis par la suite, là, je vais vous présenter nos 3 autres panélistes en personne et qui vont chacun à leur tour faire une présentation. Puis il va y avoir une période de questions et réponses et discussions qui va suivre les interventions en personne. Comme ça, on s'assure de bien faire cohabiter le virtuel et le réel. Donc, je vais commencer tout de suite avec la présentation de notre premier panéliste, donc Marcel Goyeneche, qui fait partie de l'équipe du Centre pour le climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il est conseiller technique spécialisé sur les liens entre climat et conflit, avec une attention particulière portée sur la protection de l'environnement. Donc, au sein du Centre pour le climat, il travaille principalement au renforcement des capacités.
Il a collaboré avec la Croix-Rouge chilienne, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu'avec le Comité international de la Croix-Rouge. Il agit également comme consultant auprès d'autres organisations, principalement des agences des Nations unies. Donc, Marcel, je vous cède la parole. On va avoir 10 minutes de présentation, puis on va suivre avec la période de questions. Merci. Merci pour cette introduction. Bon, tout d'abord, comme vous pouvez le remarquer, mon français est de niveau intermédiaire et cela peut être distrayant pendant la présentation. Donc, je m'excuse et vous remercie vraiment de votre compréhension. Je pense qu'avec Sophie, nous aurions dû prendre une café pendant ou avant de préparer nos présentations, car il y a pas mal de similitudes dans les deux présentations. Je pense que nous allons maintenant, ils sont complémentaires, mais il aura quelques répétitions. Donc, je vais partager mon écran. Bien. Bon, également, je vais faire un petit récapitulatif. Il y a en fait ces trois principes qui sont très importants. Sophie a parlé sur cela, et les principes de distinction. On les oublie facilement, donc je vais faire une petite répétition. Donc, qui finalement exige de séparer les civils des combattants et les biens civils d'objectifs militaires. Les parties en conflit doivent diriger leurs opérations uniquement vers les objectifs militaires, rendant illégales les attaques indiscriminées. Secondement, le principe de proportionnalité qui équilibre les objectifs militaires des dommages civils. Les attaques qui causeront des pertes civiles excessives par rapport à l'avantage militaire attendu sont interdites. Ce principe garantit que les méthodes de guerre ne causent pas de dommages disproportionnés par rapport aux objectifs militaires. Et finalement, le principe de précaution, que dans la conduite d'opérations militaires, il faut veiller constamment d'épargner les populations civiles, les personnes civiles, les biens de caractère civil, et toutes les précautions possibles doivent être précisées pour éviter, et surtout pour réduire au minimum les pertes en vie humaine de la population civile, les blessures aux personnes civiles, les dommages aux biens de caractère civil. Cela est très important pour cette présentation. Il y a bien sûr, en plus des principes, ceux-là sont les trois principales. Je crois que c'est aussi important le principe de nécessité militaire qui n'autorise que les mesures réellement nécessaires à des fins militaires légitimes et qui ne sont pas des allures interdites. Dans un conflit, le seul objectif légitime est d'affaiblir la capacité militaire de l'ennemi. Les droits humanitaires s'efforcent justement, comme Sophie dit, d'équilibrer cette nécessité avec les exigences humanitaires. Après, il y a des principes d'humanité, d'interdiction de souffrance inutile, la clause de Martens, et j'encourage les personnes intéressées d'approfondir ce concept. Donc, la histoire se répète. On fait, du point de vue historique, Sophie a déjà parlé sur l'impact qu'il y a eu le agent orange pendant la guerre du Vietnam, mais c'est aussi un événement très important parce que cela a démarré la discussion par rapport à le besoin de protection environnementale. Et cela a finalement conduit à l'adoption en 1976 de la Convention sur la modification de l'environnement qui interdit les techniques militaires ou hostiles de modification de l'environnement. Je vais faire un peu plus vite parce qu'on a en partie déjà vu cela. Après, on a vu les bombardements de l'installation pétrolière pendant la guerre Irak de 1980 et 1988. Et finalement, les incendies de puits de pétrole koweïtiens pendant la guerre du Golfe. Et ces deux événements ont renouvelé l'attention internationale des fois dans le conflit. Et avec le soutien de l'Assemblée générale des Nations unies, le Comité international de la Croix-Rouge,
a élaboré des directives pour incorporer les règles de protection de l'environnement dans les manuels de formation militaire. Et ces directrices pour les manuels militaires et l'instruction sur la protection de l'environnement en termes de conflits armés ont été soumises à l'ONU en 99. 1994. Apologies. Bien. Néanmoins, ils n'ont pas formellement approuvés. La ONU a invité toutes les nations à les diffuser largement et à envisager d'incorporer ces directrices dans leur instruction militaire. Donc, après, on a eu la contamination du Danube, après les bombardements des installations industrielles. On a aussi eu de pollution de eau souterraine en Gaza, suite d'opérations militaires en 2008, et la déforestation accélérée pendant les années de conflit de République démocratique du Congo. Et bien que certains dommages environnementaux soient inévitables en termes de guerre, ils ne peuvent pas être illimités, bien sûr. Donc, si bien le droit international humanitaire contient des dispositions spécifiques qui protègent l'environnement naturel visant à minimiser la destruction de l'environnement liée au conflit, il y a encore beaucoup de possibilités d'interprétation. On a vu qu'il n'y a pas de définition convenue sur l'environnement ou l'environnement naturel, mais au moins, on peut arriver aux définitions, bien sûr, bon, qui représentent un système complexe d'interconnexion où les facteurs impliqués, tels que les humains et l'environnement naturel, interagissant les unes avec les autres à différentes manières qui ne permettent pas de les traiter comme distincts. Bien sûr, il y a des interprétations différentes et c'est une discussion, on peut avoir une discussion à part, mais pour cette présentation, c'est là la définition que nous utiliserons. Bon, les traites de DIH n'abordent pas explicitement des changements climatiques, en plus de l'environnement. Cependant, ils contiennent des règles et des principes qui sont applicables à l'environnement naturel et dont le respect peut contribuer à l'atténuation du changement climatique et de la dégradation environnementale. Donc, reconnaissant cela, en 2020, le Comité international de la Croix-Rouge publiait le directrice sur la protection de l'environnement naturel dans les conflits armés, qui ont 30 règles et 2 recommandations dans la section de protection spécifique de l'environnement naturel, les règles du DIH, les règles des armes spécifiques et respect, mise en œuvre et diffusion de ces règles. Chaque règle ou recommandation accompagnée d'un commentaire concis pour faciliter la compréhension et clarifier sa source et sa applicabilité. Donc, je vous encourage de le rechercher. Je voudrais faire un petit récapitulatif sur ces règles. Des fois, c'est une interprétation du DIH. Ce n'est pas forcément ce que le DIH dit spécifiquement. Donc, premièrement, le DIH prévoit plusieurs règles visant spécifiquement pour protéger l'environnement naturel, mais notamment en exigeant une attention particulière à l'environnement naturel dans l'opération militaire et l'interdiction et restriction sur les méthodes et moyens de guerre qui peuvent causer des dommages durables, étendus et graves de l'environnement naturel. Des autres interdictions incluent l'utilisation de la destruction de l'environnement naturel comme méthode de guerre ou comme moyen de représailles. On a vu cela. L'environnement naturel bénéficie d'autres protections dérivées des principes généraux de DIH. Premièrement, l'environnement naturel est généralement reconnu comme un bien civil qui bénéficie donc des protections correspondant en vertu du DIH et de ces principes. Là, il y a aussi des discussions par rapport en quel moment l'environnement offre un bénéfice directement aux personnes. Donc, il y a là aussi de plusieurs interprétations. Donc, le principe de distinction signifie qu'aucune partie de l'environnement naturel
ne peut être attaquée moins qu'elle ne constitue un objectif militaire. Ainsi, une attaque ne peut être dirigée que contre la partie spécifique de l'environnement naturel qui est devenu un objectif militaire. Donc, l'interdiction d'attaque indiscriminée. Donc, bombarder une forêt entière pour frapper un petit camp militaire à l'intérieur de cette forêt sera interdit. Donc, la règle de proportionnalité interdisant les attaques qui pourraient causer des dommages à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire anticipé et exigeant une prise en compte des dommages incidents prévisibles à l'environnement naturel ainsi qu'aux humains et d'évaluer l'action en conséquence de cela. Enfin, la partie au conflit doit prendre toutes les précautions possibles lors d'une attaque pour éviter, ou en tout cas minimiser, les pertes accidentelles en vie civile, les blessures aux civils et les dommages aux biens civils, y compris l'environnement naturel. À l'inverse, les parties doivent également prendre toutes les précautions passives possibles pour protéger les biens civils sur leur contrôle, y compris l'environnement naturel, contre l'effet des attaques. Par exemple, ne situant pas d'objectifs militaires dans les zones d'importance ou de fragilité écologique et en désignant des zones comme zones désmilitarisées. Deuxièmement, l'environnement naturel bénéficie de protection par des règles sur l'objectif spécialement protégés, tels que les biens indispensables à la survie de la population civile, comme les sources d'eau potable ou les terres cultivées comme principale source alimentaire. Deuxièmement, l'interdiction concernant l'ouvrage et installation contenant des forces dangereuses, y compris les barrages, les digues et les centrales nucléaires ou électriques. Et l'interdiction concernant les biens culturels. Il est important de noter ici qu'une partie de l'environnement naturel peut répondre à la définition de biens culturels, par exemple des grottes contenant des peintures préhistoriques, ou peut être considéré comme sacré par une population particulière et ainsi se qualifier comme lieu de culte protégé en vertu de cette règle. Troisièmement, l'environnement bénéficie d'une protection en tant que bien ennemi protégé. Cela inclut l'interdiction de la destruction de l'environnement naturel non justifiée par une nécessité militaire impérative et une interdiction du pillage. Cela conclut également le respect des règles concernant la propriété privée et publique, y compris l'environnement naturel en cas d'occupation. Par exemple, les biens publics immobiliers, comme les forêts, doivent être administrés selon les règles de l'usufruit et en ce sens qu'ils doivent sauvegarder, administrer et ne pas utiliser excessivement ces biens, par exemple par exploitant des étendues de forêts excessivement grandes. Enfin, il est important de considérer comment le changement climatique et la dégradation environnementale peuvent influencer la règle générale du DIH, régissant la conduite des hostilités et leur application ou interprétation. Donc, par exemple, les effets du changement climatique peuvent avoir un impact sur l'évaluation de proportionnalité en agissant comme un multiplicateur de menaces. Ou encore, le déclin rapide des populations de faune ou de flore peut appeler à des précautions supplémentaires lors des attaques. L'intersection du DIH et la protection de l'environnement naturel a joué et continuera de jouer un rôle croissant dans le dialogue avec les acteurs armés et les États. Et en effet, les règles du DIH contiennent des obligations à respecter, mettre en œuvre et diffuser les règles du DIH, y compris celles relatives à la protection de l'environnement naturel. Donc, dans le contexte actuel global, cela est even more important. Merci. Merci beaucoup, Marcel. Merci pour cette présentation. Je pense que tout ce qui a été répété était important qu'on le répète. Donc, moi, ce que je retiens beaucoup de ça, c'est
à quel point les changements climatiques prennent une place de plus en plus importante dans les discours, mais aussi dans la situation mondiale, puis à quel point ça peut avoir même un impact, une conséquence sur justement le calcul de l'application du droit international humanitaire, de savoir si la proportionnalité peut être différente en fonction des impacts des changements climatiques. C'est vrai que c'est une conséquence qu'on ne peut pas nécessairement toujours s'attendre à avoir. Donc, suite à cette présentation-là, je ne sais pas si Marcel est encore avec nous. On aurait la possibilité de poser peut-être là, une question à la suite de cette présentation. Oui, je suis ici. Ah, parfait, c'est bon. Merci. Donc, je vous invite, là, ceux et celles qui sont dans la salle, il y a un micro à l'arrière. Donc, on aurait le temps, là, malheureusement, juste pour une question à la suite de cette présentation-là. Mais je vous donnerai l'opportunité maintenant de pouvoir aller la poser. Ou s'il y en a en ligne, peut-être aussi que ce sera ça. Il n'y a pas de questions en ligne. Donc, on me dit généralement qu'il faut attendre un petit 15 secondes si on veut qu'une personne veuille poser une question. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on a une question pour vous, Marcel. Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir, au cours des dernières années, est-ce que c'est encourageant les discussions et les politiques, les nouvelles tangentes, ou c'est décourageant? C'est une bonne question. La guerre est toujours décourageante, bien sûr. Par contre, il y a une différence quelques années et quelques mois. Est-ce que je peux répondre à ces questions en anglais? C'est bien? Oui, ce sera possible. Puis, si jamais, je vais pouvoir faire un résumé là, en français par la suite. Okay, so I think there's a difference between the context a few years ago and the context now or a few months ago. What is important to highlight is that there are instances for dialogue and discussion with states, with weapon bearers around how to implement environmental protection. It's also important to recognize that we are in a learning process of really understanding how impact of the environment and climate change interact as a risk multiplier in conflict situations. We don't talk about climate change causing or environmental impact causing conflict, but exacerbating existing underlying tensions and unresolved conflicts. So I would say it is encouraging from a perspective of that these spaces for discussion exists, this research and willingness to understand how these elements interact is there. And it's a continuous process of trying to put these issues on the table. And I think what's important to recognize is that international humanitarian law and the review of international humanitarian law will always be reactive. It's not going to be proactive. And I think that needs to be taken into account and should not be discouraging at any point in time. Super, merci beaucoup. Donc, pour le bénéfice de tous et toutes ici, là, je vais faire un petit résumé. Donc, en gros, je pense qu'on peut dire que c'est encourageant, surtout de par le fait que les espaces de dialogue entre les États, entre les parties prenantes existent. Donc, il y a des gens et des acteurs, actrices qui sont impliqués et qui veulent justement avoir ce dialogue-là. On est encore en train d'apprendre quel est l'impact des changements climatiques. Il y a ce désir-là de vouloir le comprendre. Puis de noter là, justement que c'est un processus qui est fait de façon continue. Donc, c'est encore un travail qui est en cours. Et qu'enfin, le droit international humanitaire, le DIH, va toujours être un peu en réaction. Donc, il faut que certaines choses vont arriver et c'est ce qui va faire en sorte que ça va donner lieu à des discussions
qui vont justement permettre là, au droit international humanitaire de continuer à évoluer et à se développer. Donc, sur ce serait la fin de cette première intervention. Merci beaucoup, Marcel, de vous être joint à nous à distance. C'était très intéressant. Donc, merci. De rien. Merci. Donc, on va maintenant procéder. Je crois que ce que je vais faire, ça va être maintenant nos 3 interventions. Je vais vous présenter tout de suite nos 3 panélistes. Puis par la suite, on va pouvoir aller avec chaque intervention qui seront ensuite suivies d'une période de discussion et de questions-réponses. Donc, je vais les présenter dans l'ordre dans lequel ils et elles interviendront. Donc, on a avec nous Ngame Irandou, qui est une scientifique de la défense au sein du gouvernement du Canada, avec plus de 20 ans d'expérience dans la recherche sur le partenariat humain-autonomie pour les systèmes de commandement et de contrôle. Elle contribue également au Centre d'excellence de l'OTAN sur le changement climatique et la sécurité. Son travail aide les forces armées canadiennes à accroître la rapidité, l'efficacité et la précision de la prise de décision en commandement et contrôle. Ngame est titulaire d'un doctorat et est reconnue pour ses contributions significatives aux sciences cognitives. On a également avec nous Roland Twende Ouedraogo, qui détient un doctorat en droit international de l'UQAM. Il est également titulaire d'une maîtrise en droit international humanitaire et en droits humains de l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains de Genève, d'une maîtrise en droit des affaires de l'Université Thomas Sankara de Ouagadougou et d'une maîtrise en études européennes, option institutions, droit et société, de l'Institut d'études globales de l'Université de Genève. Récipiendaire de plusieurs bourses et chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal, il est passionné par la protection de l'environnement à travers la mobilisation du cadre théorique des droits humains. Et enfin, on a avec nous aussi Maître Anne Ellefsen, qui est titulaire d'un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en droit transnational. Elle est membre du barreau du Québec depuis 2013. Elle est forte de plus de 10 ans d'expérience et a consacré sa carrière à promouvoir l'imputabilité tant au niveau national qu'international. Elle a exercé comme procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi que comme conseillère juridique auprès de divers tribunaux internationaux. En 2021, elle a orienté sa pratique vers le droit de l'environnement en rejoignant Trafic, une organisation internationale engagée dans la protection de la biodiversité. Elle y a dirigé un projet à Madagascar visant à combattre les crimes financiers liés au commerce illégal de la faune sauvage. Et elle est maintenant membre de l'équipe du Centre québécois de droit de l'environnement depuis 2024. Donc, Ngame, on va pouvoir commencer tout de suite avec votre présentation. Bonjour, donc moi je vais parler de changement climatique et un petit peu... Oui, on peut bouger le micro. Ah, d'accord. Voilà, vous m'entendez? Oui. C'est ça, donc bonjour, je vais vous parler du changement climatique, un peu puis surtout du langage de sécurité qui entoure cette problématique. Voilà, donc je vais commencer par quelques images qui vous montrent un petit peu ce qu'on voit de plus en plus et qu'on a beaucoup vu ces 10 dernières années et puis qui sont un petit peu un signal de ce qui est à venir, en tout cas pour ceux qui croient au changement climatique. Le changement climatique peut impacter notre sécurité et nos moyens de subsistance de façon significative. En général, les effets du changement climatique se déploient de façon il y a des effets primaires, des effets secondaires, tertiaires. Au départ, il y a des choses qui sont comme la hausse des températures, la répartition de l'eau qui change sur la planète. Et puis là, après, ça se manifeste par des effets comme la désertification, des tempêtes de sable, des feux de forêt, des choses là qu'on peut voir à l'œil nu et sentir. Et ensuite, on voit un petit peu les dangers pour la sécurité humaine, les risques pour la santé, la rareté de l'eau, la rareté des ressources naturelles et puis des tensions qui peuvent s'en suivre. Là. Excusez-moi, j'essaie de... Donc, d'une manière générale, on peut parler d'un facteur de risque. Le niveau de risque posé par ces facteurs de stress est un résultat de l'interaction de 3 éléments. Il y a le facteur de stress lui-même, donc son ampleur, la magnitude de ça, l'exposition de l'objet référent à ce facteur de stress. Ah, d'accord. Encore plus. C'est ça, donc la durée de l'exposition à ce facteur de stress, et puis la vulnérabilité de l'objet qui en fait, qui subit ce stress-là.
Donc, plus l'objet est vulnérable, plus le risque est grand. Il y a différents types de risques. On parle de risques systémiques, on parle de risques en cascade, par exemple, où il y a un événement initial qui, par exemple, qui va déclencher un autre événement, et puis ça va faire un effet de boule de neige, et puis bon, finalement, on va finir par avoir quelque chose d'encore plus grand que les premiers événements qui ont commencé. Mais ce qui caractérise le mieux les changements climatiques, c'est vraiment la notion du risque composé, où on a des facteurs qui vont pas se construire les unes sur les autres, mais ce sont des facteurs indépendants qui vont interagir à un moment donné dans un endroit donné, puis là créer un impact, avoir un impact qui est encore plus grand que n'importe lequel des événements là qui a donné lieu, quoi. Donc, il y a un défi sécuritaire, et là, je représente le centre Casco. Donc, l'OTAN reconnaît donc le changement climatique comme un défi sécuritaire important dans son concept stratégique et souligne la nécessité de la résilience et de l'adaptation. De plus en plus, dans les documents officiels de l'OTAN, on voit qu'on parle d'un défi majeur du XXIe siècle, ou un défi existentiel, le plus probable, le plus important. Il y a la notion de sécurité climatique maintenant qui fait partie du langage, enfin de la sécurité, comme on parle de la sécurité, cybersécurité, on parle de sécurité climatique. Les impacts, il s'agit des impacts physiques, économiques ou sociétaux associés au changement climatique qui peuvent altérer de manière substantielle la stabilité politique, la sécurité humaine ou l'infrastructure de sécurité nationale. Alors pour l'OTAN, l'importance de ça, c'est aussi parce qu'il y a des impacts importants pour les forces militaires. Alors si on regarde, c'est surtout sur 3 axes. Là, il y a l'état de préparation, ce qu'on appelle le readiness des forces militaires, là, qui va être touché parce que le changement climatique peut toucher les infrastructures, les installations, mais aussi la santé du personnel. Puis c'est aussi, ça impacte les opérations au niveau de la capacité logistique, mais aussi la performance de l'équipement. Et puis, évidemment, il y a au niveau stratégique, par exemple, on sait que le changement climatique, ben, ce que ça fait dans l'Arctique, ça a ouvert de nouvelles voies navigables. Il y a des ressources qui vont devenir plus accessibles. Et puis, ben, tout ça, ben, contre des tensions géopolitiques qui existent déjà, ben, c'est quelque chose qui est préoccupant pour l'OTAN. Et aussi, si ailleurs dans le monde il y a de l'instabilité régionale, ça veut dire aussi plus d'intervention, maintien de la paix, maintien de l'ordre, et tout ça, ça peut les divertir de leur mission primaire, si je peux dire. Alors, est-ce que le changement climatique, est-ce que c'est une menace? Ça a certaines caractéristiques d'une menace. Premièrement, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui peut avoir un effet négatif sur nos vies, évidemment. Ça peut nuire, ça a de la capacité, c'est-à-dire on parle d'une menace quand il y a un objet qui a une capacité soit informationnelle, soit cognitive, soit physique de nuire. Donc la capacité est là, l'opportunité est là de nuire aussi. Et il y a la relativité de la menace, parce qu'on parle toujours d'une menace, c'est toujours relatif à l'objet qui l'attaque. Donc, plus l'objet est vulnérable, plus la menace est grande. Et il y a aussi l'émergence. Quand on parle d'une menace, on parle de quelque chose qui est comme en état de devenir, et puis qu'on observe comme arrivant sur nous. Et c'est ce qui arrive aussi avec le changement climatique. Sauf qu'il n'y a pas d'intentionnalité. Et ça, c'est un élément important quand on parle d'une menace. C'est-à-dire, normalement, une menace, c'est quelque chose qui soit c'est un être humain, soit c'est quelque chose qui est contrôlé par un agent rationnel et conscient. Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est ce qui fait que cette absence d'intentionnalité, ça complique la définition du changement climatique comme une menace directe au sens de la sécurité traditionnelle. Donc, on parle plutôt de multiplicateur de menaces. Vous avez dû entendre le mot threat multiplier. C'est une expression devenue populaire dans les stratégies de sécurité nationale, dans le discours politique. Ce sont
des généraux qui ont utilisé cette expression-là la première fois au centre naval. C'est des différentes façons dont le changement climatique pourrait exacerber les sécurités préexistantes. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on appelle un structural driver, mais par contre, ça peut venir exacerber les effets de, par exemple, la faiblesse des institutions, la pauvreté, des choses comme ça, et puis créer des tensions, créer des conflits. Alors, le fait qu'on intègre comme ça le changement climatique dans le paradigme de la sécurité traditionnelle, il y a quelque chose de problématique aussi là-dedans pour les chercheurs, parce que surtout ceux qui s'intéressent aux sciences sociales et aux sciences humaines, parce que bon, ça crée certains problèmes. D'abord, bon, il n'y a pas d'agent, donc ça c'est le problème d'intentionnalité que je mentionnais tout à l'heure, mais il y a aussi de quel référent on parle. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui, c'est pas comme une menace qui va viser un État ou une population, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, donc, ça peut créer de l'antagonisme parce que quand on réfère à ça comme une menace, ça peut exacerber les divisions sociales qui existent déjà. Ça peut occulter les causes profondes parce qu'une menace, on veut tout de suite agir et puis on regarde les effets plutôt que ce qui a créé ça. Et en fait, ce qui a créé ça, c'est aussi, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Il y a les problèmes socio-économiques, il y a les problèmes de la dégradation de l'environnement. Et les réponses qu'on va apporter à une menace sont en général des réponses qui vont être immédiates, alors que là, ici, c'est vraiment des réponses à long terme qu'il faut apporter des réponses globales. Et ça peut aussi stigmatiser les populations vulnérables qui sont en fait eux-mêmes victimes de changements climatiques, mais qui sont après se retrouvent comme on les voit arriver comme dans le cas des migrations que ça peut engendrer, par exemple. Alors, je voudrais juste finir par dire comment ça se manifeste dans les pays fragilisés et puis dans les pays développés. Dans les pays fragilisés, souvent, ce qu'on voit, c'est que le changement climatique va amplifier les risques dans une région qui est déjà fragile. On parle souvent de ce qui se passe, par exemple, au Sahel, là où on voit il y a la pauvreté, le sous-développement et puis la dégradation de l'environnement. Tout ça, se donne la main et puis ça entraîne une insécurité extrême, des problèmes de rareté de l'eau, de ressources et tout ça, une crise humanitaire, déplacement de la population, et puis ça devient aussi un terreau fertile pour tout ce qui est un peu des groupes rebelles violents qui s'engagent dans des activités violentes et criminelles, et puis les gens, par manque de gouvernance, ils vont se tourner vers ces groupes-là pour leur protection, quoi. Dans les pays développés, on a tendance un petit peu à sous-estimer les effets du changement climatique, alors que finalement, on se rend compte que les phénomènes météorologiques extrêmes comme ça sont de plus en plus fréquents en Europe, en Amérique du Nord, aux États-Unis. Une personne sur 3 a déjà été touchée, surtout dans le sud des États-Unis, personnellement touchée par le changement climatique, là. Et ce qui se passe, c'est que s'il y a vraiment un choc majeur, ça peut dépasser la capacité des gouvernements et des premiers intervenants à agir efficacement. Et bon, en Occident, nos attentes envers nos gouvernements sont beaucoup plus élevées, là. Donc les citoyens, ils exigent qu'on prenne action tout de suite. Et si le gouvernement n'a pas cette capacité-là, il va y avoir une érosion de confiance tout de suite, là. Ce qu'on a vu, par exemple, dans les photos que je montre là, par exemple en Grèce, les gens, ils se sentaient pas, après tout ce qui est les feux de forêt, ils se sentaient pas protégés par le gouvernement. On avait vu en Espagne, suite aux inondations, quand il y a le roi ou le premier ministre qui jusque-là était populaire, ils sont allés visiter sur place, là, il y a des gens qui leur jetaient lancer de la boue. Donc, c'est des problèmes quand même qui sont importants parce que, je veux dire, c'est vraiment cette confiance dans la gouvernance qui fait que nos démocraties tiennent, et puis c'est vraiment un pierre angulaire de notre démocratie. Donc, ça peut avoir des effets un petit peu plus à long terme. Et puis il y a quelque chose aussi qui est important ici aussi, c'est que de plus en plus on voit la désinformation qui se met à travers tout ça. Quand il y a une crise, il y a de l'incertitude, et puis là ça devient un endroit où il y a les discours un peu populistes, ou alors aussi
des gens qui veulent tout simplement faire circuler des nouvelles, de fausses nouvelles, bon, ben, ils vont en profiter pour... par exemple, dans le cas de l'Espagne, ici, ils disaient qu'il y avait des stationnements, par exemple, qui étaient pleins de cadavres, et puis le gouvernement n'avait rien fait. Enfin bon, c'était... donc, je vais juste finir en parlant un petit peu de quelque chose peut-être pas tout à fait positif, mais au moins comment est-ce qu'on peut minimiser ce risque-là. Évidemment, il faut atténuer les effets du changement climatique, il faut s'y adapter aussi, promouvoir le développement économique, renforcer la gouvernance démocratique, encourager la coopération, apporter des réponses globales, coordonnées, fournir l'information, soutenir la recherche et promouvoir un discours qui soit axé sur la coopération plutôt que la concurrence et les conflits. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ngame, pour cette belle intervention-là. Quand on parle de droit international humanitaire, je trouve toujours ça très, très important qu'on parle aussi de la sécurité parce que le droit international humanitaire, Sophie nous l'a mentionné au début, ça s'applique quand on est en période de conflit armé. Mais ce qu'on voit justement avec l'émergence des changements climatiques comme étant un sujet central de discussion, c'est que la temporalité du conflit armé, ça va bien au-delà de ça, les changements climatiques. Donc, c'est important de justement prendre en considération cette notion-là avant, après, dans les préparations militaires, qu'on soit en contexte de conflit armé ou pas, ça devient beaucoup plus omniprésent. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est important, justement, quand on entend parler de tous ces enjeux globaux-là. Donc, sur ce, je céderai la parole maintenant à Roland pour son intervention. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir associé à ce panel. Ma présentation donc porte sur la pluralité d'un régime juridique donc applicable à la protection de l'environnement en période de conflit armé. Cela dit, puisque je n'ai que... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Parfait, désolé. Alors, puisque je n'ai que 10 minutes, je vais plutôt aborder successivement les 3 régimes juridiques que l'on voit ici et puis réserver donc les défis de cette coordination pour la période donc, des questions. Alors, cela dit, à titre introductif, je veux faire 2 observations. La première observation, c'est que les atteintes à l'environnement, qu'elles soient principales ou qu'elles soient collatérales, qu'elles soient directes ou indirectes, ne sont pas un phénomène récent. Il en a toujours été ainsi depuis qu'il y a des conflits armés. Exemple, en 146 avant Jésus-Christ, lorsqu'il y a eu la chute de la ville de Carthage, les Romains ont incendié la ville et mieux, ils ont semé les champs de sel pour que les champs deviennent donc infertiles. Deuxième observation, ça rejoint un peu ce que Sophie disait, l'environnement comme victime silencieuse, mais aussi l'environnement peut être la cause ou la source d'un conflit armé. En ce sens que les revendications, les disputes autour des ressources environnementales peuvent faire naître un conflit ou l'exacerber. C'est l'exemple, par exemple, au Soudan, où les conflits entre éleveurs nomades du Nord et agriculteurs sédentaires du Sud ont exacerbé le conflit. Et même ont contribué à le faire naître au point où Ban Ki-moon disait que c'était le premier conflit climatique. Donc, l'environnement peut être à la base en amont et en aval d'un conflit. Et bien évidemment, l'environnement est aussi la victime des conflits armés. Il me semble, avant de continuer dans ma présentation, que ces particularités-là justifient au moins en partie la nécessité d'une pluralité de régimes juridiques applicables à l'environnement en période de conflit armé. Je pense aussi que ce pluralisme, l'apport des autres disciplines est nécessaire pour répondre à la question qui a été soumise à notre panel, à savoir comment le droit international humanitaire peut-il s'adapter aux nouvelles réalités. Alors, commençons donc par le régime juridique du DIH. Je dois vous dire qu'il y aura des répétitions. Je pense que entre ce que Sophie a dit et le collègue Henri ont dit, il y aura quelques répétitions.
Cela dit, donc, le DIH protège l'environnement à travers, d'une part, ces principes généraux qui ont déjà été présentés, mais aussi à travers des dispositions spécifiques. Et au-delà même de cette catégorisation entre dispositions générales et spécifiques, on pourrait faire une distinction entre protection dans une perspective anthropocentrique, mais aussi dans une perspective écocentrique qu'offre le DIH. Donc, on l'a déjà dit, les principes généraux donc, permettent, celui de la distinction, de proportionnalité, de précaution, permettent de protéger l'environnement qui n'a pas un statut spécifique. Donc, c'est un bien civil. Et donc, en tant que bien civil, il ne doit pas être la cible d'attaque directe, à moins qu'il ne soit transformé en objectif militaire. De même, la destruction de l'environnement doit être prise en compte dans le calcul, dans la balance de la proportionnalité lorsqu'on attaque un objectif militaire qui peut donc avoir des dommages incidents sur l'environnement. Il faut prendre en compte l'environnement. Et bien sûr, toutes les précautions doivent être prises dans une attaque qui peut toucher l'environnement. Enfin, quand on parle des principes généraux, lorsque l'environnement tombe sous le contrôle de l'ennemi ou se trouve en territoire occupé, eh bien, sa destruction ou sa saisie est interdite par le droit international humanitaire, sauf bien sûr en cas de nécessité militaire impérieuse. Donc, j'en ai fini avec la première colonne sur les dispositions générales, mais il y a aussi des dispositions spécifiques qui visent à protéger l'environnement dans une perspective anthropocentrique, en mettant de l'avant la nécessité donc de préserver l'environnement naturel en raison de son rôle important pour la survie des populations. Donc, ces dispositions vont, par exemple, permettre de protéger, et je répète ce que le collègue a dit en ligne, les biens qui sont indispensables, par exemple, à la survie de la population. Donc, on va interdire d'utiliser la famine comme méthode de guerre contre les civils. On va interdire d'attaquer les denrées alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, le bétail, les installations d'eau potable, etc. Tout ce qui est donc indispensable à la survie de la population. Mais aussi, il y a des dispositions qui permettent de protéger donc, les ouvrages et les installations contenant des forces dangereuses, telles que les barrages, les digues, les centrales nucléaires, électriques, etc. Terminons donc avec le régime juridique du DIH, avec la troisième colonne. Il y a des dispositions aussi dans les conventions de Genève, le protocole en particulier, qui permettent de protéger l'environnement dans une vision écocentrique. Donc, pour lui-même, non plus parce que cela est essentiel pour la survie de la population. Cependant, il faut remarquer que dans le protocole, oui, donc sans lien donc avec ce sont les règles qui visent donc la protection de l'environnement naturel, les articles 55, 56, donc qui interdisent de causer à l'environnement des dommages qui sont graves, étendus et durables. Donc, ce sont ces dispositions-là. Alors, dans cette rubrique aussi de dispositions qui visent à protéger l'environnement, le protocole 1 donc interdit les attaques donc, qui sont susceptibles de causer des dommages graves, étendus et durables à l'environnement. Il y a l'interdiction d'utiliser des moyens et des méthodes de guerre qui causent ces dégâts-là. Cependant, les conventions de Genève ni le protocole ne listent pas les armes qui peuvent avoir un tel effet. Donc, pour les armes qui peuvent avoir un tel effet, il faut se référer à d'autres conventions qui sont en dehors donc, qui sont différentes des conventions de Genève et du protocole 1. Donc, il faut se référer à d'autres conventions en ce qui concerne les armes prohibées. Ici, par exemple, pour donner quelques exemples, on peut se référer à la convention ENMOD. Le titre exact, c'est Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile. C'est une convention du 10 décembre 1976. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prohibe donc les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou hostiles. Donc concrètement, tout ce qui peut permettre grâce à une manipulation délibérée des processus naturels, de modifier la dynamique, la composition ou la structure de la Terre et qui peuvent conduire à des phénomènes tels que des ouragans, des raz de marée ou des modifications des conditions climatiques sont interdites. Là, j'ai cité la Convention. Donc, c'est l'interdiction de la guerre géophysique. On a aussi d'autres textes
en matière de désarmement, on a la Convention de 1980 sur les armes classiques, qui est une convention cadre, mais qui a permis d'adopter 5 protocoles qui, eux, contiennent des règles d'interdiction spécifiques. On a par exemple le protocole 3, qui est celui qui interdit l'utilisation des armes incendiaires, donc des armes qui crachent du feu. En particulier, l'article 2.4 de ce protocole dit ceci, je cite, « Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couvertures végétales à des attaques au moyen d'armes incendiaires, sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d'autres objectifs militaires ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires. » Il y a un protocole sur les restes explosifs de guerre, il y a un protocole sur les fragments. Non, voilà. Alors, outre donc ces éléments non exhaustifs de protection offerts par le DIH, il y a que le droit international de l'environnement lui-même aussi permet de protéger l'environnement en période de conflit armé. Donc, il existe certaines conventions et même des déclarations qui sont favorables à la protection de l'environnement en période de conflit armé, qui rappellent que les obligations donc, des États ne cessent pas en période de conflit armé, les obligations issues des traités environnementaux. On peut citer ici le traité de Paris pour la protection du patrimoine mondial et culturel naturel, l'article 11.4 qui permet de dresser une liste du patrimoine mondial en péril, permet de prendre en compte les menaces liées à un conflit armé, par exemple. Il existe aussi des textes, notamment la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, qui permet de conférer un statut spécial à des zones, à des sites, à des espaces, qui permet donc de les soustraire aux effets des conflits armés. La haute mer, par exemple, les fonds marins, qui sont affectés exclusivement à des usages pacifiques, selon donc la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Alors, en dehors du droit international de l'environnement, plusieurs autres mécanismes ou disciplines du droit international public général permettent aussi de protéger l'environnement, confirmant ainsi donc la thèse de l'existence d'une pluralité de régimes juridiques applicables en période de conflit armé. Ici, on peut se référer à l'apport du droit international pénal. Sophie a parlé de l'article 8 qui permet de criminaliser les atteintes graves, durables, étendues à l'environnement qui sont excessives comme élément du crime de guerre. Ça peut être un élément du crime de génocide, du crime contre l'humanité aussi. On peut penser à toutes les autres conventions de désarmement qui protègent quand même de façon indirecte l'environnement, traité de non-prolifération nucléaire, le récent traité sur l'interdiction des armes nucléaires de 2017 qui est entré en vigueur en 2022, permet aussi donc de façon indirecte de protéger l'environnement en période de conflit armé. On ne peut pas ne pas parler des travaux de la Commission du droit international qui sont quand même incontournables en la matière. On a un projet d'article sur les effets des conflits armés sur les traités qui dit essentiellement que l'existence d'un conflit armé ne met pas fin aux obligations issues des traités environnementaux. Ce n'est pas parce qu'il y a un conflit armé que les États ne doivent plus respecter les obligations qu'ils ont contractées en ayant ratifié donc, des conventions environnementales. Il y a aussi les principes PERAC, donc, qui portent sur les principes sur la protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés 2022, donc qui permet aussi d'avoir une idée de la substance du droit international coutumier en la matière. Je pense que les directives du CICR ont déjà été évoquées aussi. Bon, ça a été mis à jour. Il y a quand même 32 règles et recommandations en matière de DIH qui concernent la réduction des dommages environnementaux en temps de guerre. Alors, donc, je regarde le temps. Je laisse donc les défis pour la période de questions et de discussions. Alors, pour conclure, sans avoir évoqué les défis, on peut dire donc, au regard de cette pluralité-là, que le DIH, pour répondre à la question, peut s'adapter ou pourrait s'adapter aux nouvelles réalités grâce justement à l'apport d'autres mécanismes, à l'apport d'autres régimes, tels que ceux du droit international de l'environnement, du droit international pénal, d'autres dispositions, grâce aux mécanismes onusiens ou au droit international général tout court. Mais pour cela, il faut bien évidemment
que tous ces régimes soient bien appropriés par les acteurs, qu'ils soient connus, qu'ils soient portés, qu'ils soient appliqués par tous les acteurs impliqués dans les conflits armés, notamment aussi les acteurs non étatiques, les groupes armés, on en a parlé, les groupes terroristes. Et il faut aussi que la société civile joue son rôle. Moi, je pense que la société civile peut contribuer davantage à la sensibilisation. Aussi, il me semble qu'il est indispensable que les préoccupations environnementales en période de conflit armé soient de plus en plus dénoncées, mais aussi judiciarisées pour qu'il y ait des décisions, des sanctions, des condamnations. Et enfin, pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas ne pas parler du droit à un environnement sain. Je pense qu'il faut que ce droit soit reconnu de façon contraignante avec la mention spécifique qu'il doit aussi être garanti en période de conflit armé. Je pense que ça fait 10 minutes, alors je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Roland, pour ce tour de force de présentation de 3 régimes juridiques en 10 minutes. C'est impressionnant. Je pense que, d'une part, ça montre aussi là, le désir qui existe au sein de la communauté internationale de protéger l'environnement. On voit qu'il y a eu l'adoption de beaucoup de différents instruments dans différents régimes. Fait qu'il y a quand même un appétit dans la protection de l'environnement naturel. J'ajouterais aussi que l'importance de la pluralité de régimes juridiques, du fait, on parle beaucoup du DIH, du droit international humanitaire. On se rappelle que l'objectif principal du DIH, c'est vraiment de limiter les effets des conflits armés. Moi, j'ai eu beaucoup de conversations avec des collègues à moi au sein de la Croix-Rouge canadienne qui travaillent sur le terrain et qui disent que, sur papier, on le dit, la formulation est simple, l'application est plus difficile. La plupart des conflits armés qui ont lieu en ce moment dans le monde ont aussi... Il y a comme une espèce d'étude qui montre le diagramme de Venn entre la survenance des catastrophes naturelles relatives au changement climatique et des conflits armés. Puis c'est vraiment une grosse proportion des territoires qui sont victimes des deux. Donc, de savoir c'est quoi limiter les effets des conflits armés, ça rend la tâche assez complexe sur le terrain. Donc, c'est important aussi qu'on ait le DIH, mais qu'il y ait d'autres aussi domaines qui ont d'autres visées principales. Donc, je pense que ça montre l'importance de cette conjugaison-là de domaines et de régimes. Donc, sur ce, sans plus attendre, je céderai la parole à Anne pour son intervention. Merci. Bonjour à tous. Donc, Anne Ellefson, je suis avocate au CQDE, le Centre québécois du droit de l'environnement. Je n'aurai pas de présentation, je vais vous proposer plutôt une conversation pour conclure assez organique. Donc, je suis avocate à ce centre et la question qui nous est posée, c'est comment le droit peut, j'espère que vous m'entendez bien, peut répondre à la crise environnementale qui est devant nous. Et je souhaitais en fait peut-être partager certaines de nos réflexions au CQDE sur l'application de droit, comment le droit peut servir de réponse et comment ça peut alimenter en fait les réflexions par rapport au DIH, parce qu'ultimement, on regarde cet enjeu-là à travers plusieurs lorgnettes, celle du droit, celle de la politique. Et le droit, en fait, a plusieurs paliers, le droit municipal, provincial, fédéral, international. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir une discussion sur, en fait, les intersections de nos pratiques. Donc, je me lance sur le centre. En fait, nous, ça fait 35 ans qu'on exerce au Québec. Et on a 3 volets très intéressants. Donc, la justice. Donc, on porte des dossiers de justice climatique, mais pas que, d'accès à l'information, de transparence. On fait aussi beaucoup de travail d'accompagnement. En fait, on touche aux 3 sources de droit, donc la doctrine, la jurisprudence et les lois. Donc, on fait aussi beaucoup de représentations devant le Parlement pour tenter d'amener un droit de l'environnement qui va nous protéger dans nos droits humains fondamentaux. Et finalement, de la sensibilisation, donc développer de la recherche, de la doctrine sur où le droit devrait aller, le droit de demain en matière de protection de l'environnement. On a parlé beaucoup de crise climatique, mais je voudrais rappeler aussi que la crise environnementale, elle est triple. Elle n'est pas que la question climatique, elle est aussi la question de la crise de la biodiversité qui est interreliée et qui a des impacts majeurs. Et donc, c'est un peu à ça que je voudrais consacrer le temps qui m'est accordé, là, de rappeler d'une part cette crise qui est un peu l'enfant pauvre de la crise environnementale et dans laquelle le droit aussi est peut-être pas outillé aussi fortement que celle climatique. Il y a plusieurs enjeux à ça. D'une part,
La crise climatique a l'avantage de pouvoir être de manière plus facilement quantifiée. C'est de l'émission de CO2. On arrive à mettre des objectifs clairs, un peu comme la question qu'on a vue, qui a été un grand succès environnemental, là, la question de la couche d'ozone. On n'en parle plus, mais des fois, c'est bien de s'accrocher à des victoires. Mais c'était des enjeux peut-être plus simples, entre parenthèses, à régler. La question de la biodiversité, elle est diffuse. Comme ma collègue le disait, il y a un effet de cascade assez important. Et c'est bien de le rappeler, on ne protège pas que des animaux ou des arbres, on protège nos droits fondamentaux, droit à l'air, à la qualité d'un sol. C'est ce qui est derrière ça. Donc, souvent, on a tendance à parler d'un arbre. C'est pas ça. C'est vraiment c'est notre propre air, notre propre capacité à se nourrir. Donc, le dernier rapport du WWF, donc WWF, faisait un état assez inquiétant, en fait, de la biodiversité. On parle de 83% des zones humides qui ont disparu dans la dernière décennie. Les zones humides, ça nous apparaît un peu ténu, là, mais c'est des tourbières. On entend souvent parler dans les médias de destruction de tourbières. Les tourbières, c'est visuellement pas l'Amazonie, mais ça nous offre des services écologiques gratuits. J'aimerais bien le mentionner parce que dans un temps de construction budgétaire, c'est important aussi de voir ce que la nature nous offre comme services gratuits de captation de carbone, de filtration de l'eau, qu'autrement, on devrait construire des infrastructures pour nous aider, en fait, à filtrer notre eau. Et on a des services gratuits qui nous offrent ça. Donc, on voit donc la destruction de zones humides, une perte des espèces vivantes, notamment des coraux, qui sont ce qu'on appelle dans le jargon les pouponnières de l'océan, qui permettent en fait aux poissons de se reproduire et servir de source alimentaire à plusieurs pays dans le monde. Donc, voilà. Et donc, on est dans un constat assez accablant. Et on perd, en fait, je vous cite le dernier rapport de WWF, selon le dernier rapport, en fait, là, on a un déclin de 73% en 2024. C'est 4% qui a été perdu de la nature dans les 2 dernières années, là. Donc, on parle de point de rupture. Et un des problèmes avec ça, c'est qu'une fois qu'on a traversé ça, on ne sait plus si on peut revenir et les impacts peuvent être dévastatrices, en fait, pour la survie humaine. Donc, c'est dans ce contexte-là que le droit de l'environnement est bâti sur le principe de prévention, puisqu'une fois que c'est arrivé, il est trop tard. Il y a plusieurs projets de restauration, comment restaurer les milieux humides, comment on peut recréer, mais la science n'arrive pas encore à démontrer que ces projets-là fonctionnent sur le long terme, donc on ne peut pas vraiment se pallier à tous ces programmes. Il faut vraiment protéger, prévenir, et en cas de doute, le principe de précaution en droit de l'environnement nous amène à se dire, en cas de doute, on ne fait rien, on évite. Donc, quelques bases du droit de l'environnement et de cette crise de la biodiversité, en fait, qui est interreliée. Et donc, évidemment, il y a des pressions climatiques qui viennent jouer sur la biodiversité. La biodiversité joue sur le climat. Et la pollution, je vous épargne, mais la pollution plastique est aussi un enjeu majeur de notre ère. Et donc, si je reviens donc à la protection de la biodiversité, quel est le cadre juridique? Qu'est-ce qui s'offre devant nous comme outil? Donc, je le disais tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs paliers de protection. Le droit municipal peut être très proactif, très agile pour créer des zones, des choses qui peuvent paraître minimes, mais qui peuvent avoir un impact ultimement sur la protection de la biodiversité, créer des espaces. La juridiction qui est aussi fédérale et provinciale, puisqu'elle est partagée. Donc, ça complexifie, vous aurez compris, encore plus cette protection-là de la biodiversité. Et tout ça dans un contexte, évidemment, là, on parle du sud du Québec, mais quand on parle dans le nord, on inclut une composante aussi des Premières Nations qui habitent dans ces zones-là. Donc, voilà. Je vous fais un petit aperçu des régimes de protection qu'on a au fédéral. On a la loi sur les espèces en péril qui vise en fait à lister, à protéger les espèces et préparer des plans de rétablissement. La loi sur les évaluations d'impact qui peut être en fait qui est arrivée tout récemment et qui peut être très porteur pour bien comprendre notamment les impacts cumulatifs
au niveau de la biodiversité. C'est rarement un projet qui a l'effet de détruire l'ensemble. C'est souvent un projet qu'on autorise, un autre, et finalement, on arrive avec la résultante qu'on est aujourd'hui, avec 80% des espèces en déclin. Donc, dans ce contexte-là, c'est bien de se doter d'outils, notamment pour évaluer, en fait, les seuils qu'on peut autoriser, comment on peut se permettre un développement économique, mais qui respecte les seuils de biodiversité. On est présentement à l'étude d'un projet qui s'appelle le projet de loi 81, qui notamment veut mettre en branle ce projet d'évaluation régionale, que le Québec se donne d'évaluation qui permet de comprendre les seuils en termes de biodiversité pour qu'on autorise des projets, en fait, qui va être respectueux de nos limites. Au fédéral, c'est déjà un projet. Il y a d'ailleurs une évaluation là, régionale. On parlait de l'eau tout à l'heure, qui touche le fleuve Saint-Laurent, nos réserves d'eau douce qui sont très convoitées, qui peuvent être l'objet de conflits aussi armés. C'est important de bien faire, de bien recenser en fait quel est l'état de nos ressources. Et là, actuellement, pour votre gouvernement, il y a une évaluation régionale qui va être portée par le fédéral à cet effet-là. Il y a aussi la loi sur la protection de l'environnement qui a reconnu, à laquelle on a travaillé ensemble, le droit à un environnement sain. Malheureusement, on aurait voulu que ce droit à un environnement sain soit sacralisé dans une charte, par exemple, dont la portée serait beaucoup plus grande. Malheureusement, elle est limitée dans une loi qui est circonscrite, surtout à la réglementation de substances toxiques. N'empêche, c'est un gain, on va le saluer. Au Québec, on a la loi sur les espèces menacées et surtout la loi sur la conservation du patrimoine. C'est des cadres juridiques qui datent, qui datent de ma naissance, donc vous aurez compris, qui ne sont pas jeunes. Et il y a un appel, en fait, là, assez fort des experts indépendants du comité aviseur de faire une réforme de ce régime-là qui est daté, qui est trop lent et qui manque énormément de transparence. Et pour avoir une très bonne protection de l'environnement, comme n'importe quelle protection, il faut de l'imputabilité, il faut avoir de l'accès à de l'information en temps opportun. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le comité aviseur a demandé, à travers plusieurs autres acteurs aussi, une réforme majeure de la protection de la biodiversité au Québec. Donc voilà, je dresse les bases qui pourront peut-être nous amener à des discussions un peu et d'alimenter comment le droit peut servir d'outil de transformation par rapport à nos crises. Et de peut-être terminer avec une certaine réflexion, on en parlait avec des collègues tout à l'heure, sur l'intersection entre le droit de l'humanitaire et la crise environnementale. Je parlais de la biodiversité, évidemment, on entend la militarisation de l'Arctique. Et donc, dans ce contexte-là, la protection de la biodiversité est, selon moi, encore plus importante puisqu'il s'agit d'écosystèmes extrêmement fragiles. Ils ont des capacités de régénération qui sont très lentes, dues notamment au froid qui se trouve dans ces zones-là. Et donc, le principe de précaution dans ce contexte-là est encore plus important puisque en cas de contamination, il va être très, très difficile, en fait, de réparer tout ça. Il faut comprendre aussi que l'Arctique, c'est une zone pour les espèces migratrices de reproduction. Donc, quand on court-circuite cette zone-là, on vient, en fait, déstabiliser tout un écosystème. Et là, on parlait de militarisation, d'activité, tout ça. Évidemment, je vous épargne, là, mais il y a des impacts pour la biodiversité de manière majeure. La pollution sonore, il faut comprendre que les espèces aquatiques se dirigent sous l'eau à travers un système sonore. Donc, plus de la circulation pour des questions militaires, mais aussi pour d'autres enjeux, eh bien, plus ça court-circuite leur reproduction, leur système d'alimentation. Donc, une pression supplémentaire, en fait, déjà à des espèces qui, comme on le voit, luttent pour leur survie. Et évidemment, le droit fonctionne, on dit en anglais, law work by compliancy, not enforcement. Donc, c'est important dans ce contexte-là que tout le monde collabore. Et là, évidemment, si la collaboration fait faillite dans le Nord, il va falloir réfléchir sur la manière d'adresser tout ça. Je pose des questions. Je veux juste vous dire, je n'ai pas de réponse, mais je pense que l'interdisciplinarité dans ce contexte-là est de mise. Et je souhaite en fait juste amener mes réflexions, nous, en tant que centre, sur ce qu'on observe, en fait, les défis, les difficultés sur l'application du droit.
Donc, dans ce contexte-là, n'attendons pas que les crises arrivent pour après ça développer le droit. Malheureusement, le droit, c'est un mécanisme qui est souvent réactif. J'aimerais, en tant que juriste, qu'on puisse des fois prévoir certaines choses et voir comment on peut répondre à certains enjeux avant qu'il soit trop tard. Donc, je n'ai pas regardé le temps. Je m'excuse. On est pas mal là. Je partage certaines de mes réflexions, mais ce sera un plaisir de continuer l'échange avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci énormément, Anne. Je pense que ça vient encore montrer l'importance de cette espèce de spectre temporel du fait qu'on parle des conflits armés, on parle du droit international humanitaire, mais les enjeux environnementaux, c'est avant, pendant, après. Il y a beau avoir une zone affectée par un conflit armé, les impacts environnementaux peuvent migrer vers carrément une autre zone. Donc, je pense que c'est important, justement, qu'on parle de cette espèce de couverture globale-là. J'ai noté aussi cette espèce de tension, surtout par rapport au principe de prévention. Tu parlais de l'importance d'aller en amont, mais on a mentionné là, il y a quelques minutes que, notamment, le droit international humanitaire, c'est un domaine de droit qui est réactif, donc qui travaille en réaction. Je n'ai pas non plus de réponse à ça, mais c'est quand même une question intéressante de se dire comment on peut aller au-delà de ça si on a un domaine qui va fonctionner surtout après les faits pour prévenir pour la prochaine fois, alors que l'idéal serait justement de prendre un pas de recul puis d'avoir des mécanismes qui permettent de prévenir avant les faits, surtout dans un contexte où on ne connaît pas le retour en arrière d'un impact environnemental. Donc, sur ce, merci énormément pour ces 3 présentations. Ces 4 présentations, j'imagine. Je ne sais pas si Marcel est encore avec nous, mais merci beaucoup pour ces interventions-là. Je crois qu'on est très chanceux de vous avoir avec nous. Et on passerait maintenant à la période de discussion. Je m'impose avec ma prérogative que je peux commencer à poser les questions et par la suite, je vais évidemment laisser du temps pour que les gens dans le public puissent en poser, eux et elles aussi. On en a parlé un peu, je sais, Roland, tu en as fait mention quelquefois là, que tu étais prêt à aborder les défis de cette pluralité-là des ordres juridiques. Donc, je te laisserai ce moment. Évidemment, là, les questions vont peut-être être plus... vont plus être dirigées vers une personne, mais si vous avez des éléments à ajouter, avec plaisir, là, le micro sera le vôtre dans ce cas. Donc, Roland, si tu veux nous parler de ça. D'accord, merci. Donc, le pluralisme juridique que j'ai essayé de présenter est à la fois une richesse, mais c'est aussi un défi parce que chaque régime a une logique et une philosophie différentes. Comme Fanny vient de le dire, le DIH est conçu pour les conflits armés et donc s'applique de façon réactive, tandis que le droit international, par exemple, de l'environnement est conçu pour les périodes de fait. Donc, certains droits humains peuvent être retirés en période de conflit armé. On peut déroger ou limiter certains droits humains. Donc, la protection de cet ensemble-là peut être problématique. Parce que même si le DIH est la lex spécialiste, il ne remplace pas ces autres régimes qui doivent donc s'appliquer concurremment. J'ai parlé des traités environnementaux, mais pour qu'ils soient applicables, il faut qu'ils aient été ratifiés. Donc, si l'État ne les a pas ratifiés, ils ne vont pas s'appliquer pour compléter la protection offerte par le DIH. Dans la protection offerte par le DIH, les seuils sont souvent très restrictifs et parfois ambigus. Non seulement l'environnement lui-même peut devenir un objectif militaire, mais aussi en cas de nécessité militaire impérieuse, l'environnement pourra toujours donc passer à la trappe. Bon, il y a la faiblesse des mécanismes de mise en œuvre aussi, et de contrôle, parce qu'on le sait, le droit international repose essentiellement sur la bonne foi et la volonté des États. Ce n'est pas tant les règles qui manquent ou qui sont problématiques, mais c'est leur application effective, concrète à tous les jours. L'implication des acteurs non étatiques, on en a parlé, ce n'est pas évident. Dans des situations où même des États ne sont pas toujours respectueux, c'est encore, à mon avis, plus difficile de contraindre des groupes armés donc de respecter ces règles-là, que ce soit du DIH ou des autres régimes. Donc voilà quelques défis comme ça auxquels je pense, pour laisser la parole aux autres. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Non. Je vais passer à la prochaine question. Merci beaucoup. Et si on a des questions supplémentaires par rapport à ça, ça pourra suivre. On a parlé beaucoup là, justement
d'initiatives qui ont été mises en place. On dénote l'effort de vouloir protéger l'environnement. Donc, ma question est peut-être un peu plus dirigée vers vous, Ngamé, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer, au-delà des initiatives, cette inaction qu'on peut sentir, dont on peut entendre parler beaucoup, qu'il y a une inaction au niveau des initiatives? Donc, on en a sur papier. Qu'est-ce qui pourrait expliquer justement là, que ça n'aille pas jusqu'au bout parfois? Oui, par rapport à la lutte au changement climatique. Le micro. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc, dans le cas des changements climatiques, moi, ce que j'ai relevé surtout, c'est que, premièrement, d'abord, il y a les relations de cause à effet ne sont pas toujours claires là, pour les gens, enfin, pour les scientifiques, ça l'est, mais pour les gens, ils ne vont pas nécessairement faire cette distinction. Et puis, les phénomènes, des fois, sont trop complexes peut-être à comprendre. Et aussi, au niveau individuel, déjà au niveau individuel, les gens ils vont penser, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour qui va être vraiment efficace là. Mais en même temps, au niveau collectif, c'est la même chose. Si par exemple il y a une communauté ou un pays qui décide de prendre des mesures, mais je veux dire, là c'est pareil. On se dit, nous on fait des sacrifices et puis là, si tout le monde ne fait pas la même chose que nous, on n'ira nulle part. Et moi je suis pas une spécialiste en droit là, mais je veux dire en général là, cette imputabilité, puis c'est toujours à l'intérieur des frontières, la juridiction et tout ça, mais ça c'est vraiment un problème global. On peut pas, c'est difficile. Il y a pas de frontières quoi. Donc c'est difficile de gérer ce problème-là. Des fois aussi, c'est les gens, je pense qu'ils sont tout simplement pas, ils n'ont pas confiance en le discours là qu'ils entendent de la part des gouvernements, qui eux-mêmes aussi ont des priorités changeantes là, toujours là. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui est plus important, ça va prendre le dessus et on met les problèmes environnementaux de côté. Par exemple, tout à l'heure, je parlais aussi, par exemple, même de l'OTAN là, où vraiment c'était devenu quelque chose de proéminent là, le sujet des changements climatiques. Et puis là, ça y est, on a perdu le momentum un petit peu. Et en fait, c'est pire que ça là. Donc c'est voilà, c'est à quoi je pense. Oui, voilà. Je sais pas. Rajouter, c'est des questions qu'on se pose. Donc, je suis pas scientifique, mais en étant aussi à Madagascar, c'est certaines questions qu'on arrive à travailler beaucoup sur les questions d'abus de droit de manière générale, en fait, puis l'imputabilité. Donc, quel est le rôle du droit dans tout ça? Et je pense qu'il est important aussi, justement, que le droit prenne cette place d'imputabilité, puisque j'ai l'impression que ça nourrit un cynisme qui crée de l'inaction. Quand on voit, en fait, un abus, on se dit, bon, mais quelle est ma contribution, ultimement? Pourquoi moi, j'obéirais à certaines choses quand on voit des contournements si graves? Et donc, ça crée un désengagement, mais malheureusement, la protection de l'environnement dépend de l'effort de tous. C'est la tragédie du bien commun, en fait. Il faut une réglementation. Donc, il faut un état de droit solide aussi, selon moi. Et là, l'effritement de l'état de droit est très déterminant, puisque comment on arrive, c'était un peu la question que j'avais à Madagascar, comment on arrive à protéger l'environnement lorsque l'état de droit est vacillant. Et donc, dans ce contexte-là, je pense justement qu'il en revient à des pays comme le Canada d'être proactif sur ces questions-là. On a encore la chance d'avoir des tribunaux indépendants, un pouvoir judiciaire fort. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir à cet effet-là. Merci. Oui, j'imagine, d'où l'importance de cette perspective de collaboration dont on parlait au début. Là. Je pense que c'est clair que dans certains contextes, le droit à l'environnement ne va pas nécessairement être vu comme la priorité quand il y a des enjeux qui nous apparaissent plus essentiels à la survie immédiate d'une population. C'est clair que ça va finir par hiérarchiser certains de ces concepts. Donc, l'importance de cette collaboration-là sur le plan international. Je vois qu'il y a des questions, donc j'ouvrirai peut-être la discussion au public. Donc, il y a un micro à l'arrière, si vous voulez aller vous m'avez fait signe plus tôt, là, je vois François qui est derrière aussi. Oui. Donc, je brise la glace, je me permets de manière très autoritaire de faire. Merci, chers invités, chers experts, très intéressant. C'est vraiment un angle mort que vous nous permettez de voir. Commentaires et questions, commentaires très rapides, commentaires liés à l'état
du monde actuel et du respect des États, de respecter le droit. Aujourd'hui, en 2025, encore une fois, on a une nouvelle réalité qui nous a frappé depuis quelques mois, où l'État le plus important qui était généralement cité en exemple, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, notamment, comme tu disais, d'avoir un contre-pouvoir fort, d'avoir un système juridique indépendant, d'avoir capacité de vivre comme on le fait maintenant, d'une conversation académique sans se faire canceller. Et ça, c'est plus ça. Et ça, c'est en train déjà de nous gangréner ici au Canada dans nos institutions. Et ça gangrène le reste du monde. Alors, j'ai de la misère, je pose un peu la même question que dans le panel précédent. J'ai de la difficulté à être optimiste. Alors, j'aimerais vous lancer la perche pour nous donner de l'optimisme. À la lumière du manque de respect des États en 2025, du droit international et en particulier de ce droit spécifique du droit humanitaire, de la protection de notre planète à travers ça, sachant que la sécurité et l'argent semblent aujourd'hui être les déterminants. On le voit au quotidien si vous suivez les comptes Twitter ou l'autre qui dans un autre filet social, on ne nommera pas le nom. Aidez-nous, aidez-moi à diminuer mon anxiété. Qu'est-ce qu'on peut faire comme État, que ce soit à l'OTAN, dans les dernières instances qui nous restent, que ce soit dans le monde académique. Évidemment, on lève notre chapeau à la Croix-Rouge canadienne qui fait cet effort-là de venir chez nous en parler, mais pour pas que ça reste qu'une conversation académique et intellectuelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver cet espace-là fondamental aujourd'hui en 2025? Grande question que je lance, voilà. Qui veut se lancer sur la portion optimiste de la conférence? Oui. Je n'ai pas de réponse, mais je vais partager mes réflexions par rapport à cette question. Vous parlez donc des États qui ne respectent pas le droit international ou le droit tout court en 2025. Je finissais mon cours de droit international public à l'UDM avant de venir ici et je vais redire peut-être ce que j'ai dit pour conclure mon cours. Derrière les États, finalement, il y a les individus. Parce qu'on le sait, les États, ce sont des personnes morales, ce sont des entités abstraites. Et derrière les États, ce sont les individus. Donc, pour moi, finalement, il faut recentrer toute l'action donc, sur les individus. Ce sont les individus qui sont problématiques. L'État américain est peut-être devenu plus violateur du droit international depuis depuis que Donald Trump est redevenu président peut-être. Donc pour moi, il faut toujours repartir vers la source du problème, y compris l'inapplicabilité des règles qui protègent l'environnement en période de conflit armé. C'est toujours pour moi les humains qui sont le problème. Alors il faut travailler davantage sur nous-mêmes en tant qu'humains, continuer à sensibiliser, continuer à faire prendre conscience des risques des changements climatiques, des risques de la dégradation environnementale. Pour nous tous, continuer à montrer que les droits humains sont interreliés, sont indissociables, que une forêt qui brûle en Amazonie, ça va nous impacter au Canada, ça va impacter le Burkina Faso. Et donc, je pense qu'il faut continuer dans la sensibilisation, continuer à former et à faire en sorte qu'on ait des êtres humains qui soient plus consciencieux, plus humains tout simplement, et donc plus enclins à respecter le droit. C'est ainsi que les États vont respecter le droit. Plus il y aura des humains qui veulent respecter le droit, qui aiment la justice, mieux les États vont le respecter et l'appliquer, selon moi. J'ajouterais peut-être deux choses. Je suis d'accord avec toi, Roland. Selon moi, il y a un besoin de vigilance, certes, sur tous les aspects. Donc, c'est important de rester vigilant, de rester, d'avoir cette imputabilité. Donc, c'est important de le demander. Et moi, j'ai envie aussi de faire partie de la solution en tant qu'avocate, de juriste, de réfléchir à des solutions, puisque je pense que derrière chaque crise, c'est des opportunités aussi. On peut réfléchir à des solutions du droit de demain et ne pas justement être dans un mode réactif. Et des opportunités qu'on peut faire dans cette crise actuellement et de ne pas mettre en opposition l'environnement avec l'économie. Au contraire, ça peut être des opportunités d'économie circulaire. Et là, encore une fois, ce qui est un des grands enjeux, mais en même temps, c'est peut-être aussi la clé de voûte, c'est que
on devra collaborer. Va falloir avoir du dialogue et justement, une des cures à ce déclin ou cette menace de la démocratie, c'est le manque de dialogue. Donc, le secteur académique pratique devra discuter ensemble. Il faut arriver avec des solutions pragmatiques. Et notre centre travaille justement avec des universitaires, des praticiens, et puis il faut avoir cette circulation des idées. Donc, oui, j'en appelle en fait à la vigilance, mais aussi à l'engagement. Je pense que tout a été dit, là. Vraiment, la clé est dans la coopération. Et puis, pour ce qui concerne l'OTAN, là, je pense que même s'il y a un des acteurs qui, en ce moment, est un petit peu en retrait, mais les autres sont quand même très engagés sur cette voie-là. Et puis, la coopération à ce niveau-là, ça va continuer. Et on a déjà fait un bon bout de chemin dans la sensibilisation et la conscientisation des gens à l'égard de ces problèmes environnementaux et de changement climatique. Merci. Oui, je pense que notamment, nous ici, en ce moment, provenant de différents milieux et en parlant, c'est déjà un premier pas. Je ne dis pas qu'on va sortir d'ici et que tout va être réglé, mais je pense que c'est déjà une belle contribution, je crois. On a d'autres questions? Merci. Je constate, et puis je le constate depuis un certain moment en voyant des différentes choses, c'est qu'on a des limitations. Dans les droits, il y a une limitation au niveau de la conceptualisation de c'est quoi la cause, la causalité et qui est responsable. Ça, c'est ce qui a été mentionné. Notre système économique, il y a un problème parce que la vision actuarielle de notre système ne tient pas compte de la notion du risque environnemental qui passe d'aujourd'hui, demain et l'après. Donc, quelle sorte d'éléments pourraient peut-être nous définir, créer, qui nous permettrait de combler ces sortes de vides dans cette vision? Parce que de la vision socio-économique actuarielle, les risques, ceux qui polluent ne payent pas. Et dans la vision du droit, ceux qui sont responsables, c'est difficile de les rendre responsables. Que ce soit dans l'humanitaire ou dans la vision du droit opérationnel, municipal, fédéral, provincial. L'élément, par exemple, de la justice intergénérationnelle, ou la notion de la dignité humaine, ou peut-être même une nouvelle vision par rapport à c'est quoi la notion socio-économique et actuarielle du droit. Dans ces domaines-là, on pourrait peut-être nous chercher quelque chose qui nous permettrait d'avoir un élément plus opérationnel pour faire face à ce qu'on a en ce moment-là. Merci, Diego. Je vais juste rebondir sur un élément. Je parlais tout à l'heure que notre centre, en fait, travaille notamment à des projets de recherche. Un des projets de recherche, c'est justement sur la question de la finance, de se dire... la finance peut être un objet, surtout pour un pays du G7. Là. On alimente certains projets, soit on investit dans des compagnies qui alimentent la crise climatique, ou soit on investit dans une transition. Mais encore faut-il que les informations qui nous sont transmises et les gens qui veulent investir dans ces genres de projets-là soient fiables, soient justes. Donc, toute la question de l'éco-blanchiment est un risque très important, en fait, sur la transition. Et au-delà de ça, donc, avoir cette vigilance par rapport à l'intégrité du système et du droit, il y a aussi l'élément proactif de se dire, est-ce que, ultimement, en termes de retombées, il n'y a pas une obligation aussi du secteur financier d'indiquer les risques à lesquels s'exposent les gens qui investissent dans leur compagnie sur l'environnement. Donc, il va y avoir des retombées de ça et des retombées économiques. Et donc, dans ce contexte-là, est-ce on appelle la double matérialité qui est appliquée en France? Je ne sais pas si c'est un concept que vous connaissez, mais justement d'augmenter les obligations de divulgation qui permet en fait d'avoir une visée beaucoup plus vaste et plus complète de ce qu'une activité économique peut avoir ultimement comme retombée. Donc, on parle aussi du secteur des assurances. Il y a plein de zones, en fait, qui peuvent être des leviers intéressants pour faire bouger dans un contexte que le Canada a. Donc, on a des moyens. C'est juste qu'il va falloir repenser à beaucoup de choses, selon moi. Juste pour dire, ce projet de recherche-là sera disponible sur notre site Internet dans les mois qui suivent. Donc, restez à l'affût. Est-ce qu'on a... Oui, on a d'autres questions. Bonjour, Jean-Baptiste Lacombe. La question que j'ai, l'impression que ces présentations-là me donnaient, c'est que les impacts sur les changements climatiques et la biodiversité durant les conflits semblaient
relativement minime comparativement à tous les impacts qui existent sur la biodiversité et les changements climatiques, puis qu'il y avait probablement plus de potentialité en amont pour éviter les conflits si on essaie de régler les problèmes environnementaux. Est-ce que les organisations qui sont en maintien de la paix ont des actions ou des responsabilités par rapport à l'environnement pour réduire les risques de conflit? Je pense que le CICR se concentre surtout sur quand il y a du conflit. Probablement que le mouvement de la Croix-Rouge at large a plus d'impact en réduction de risque de désastre, réduction de risque de conflit. Est-ce qu'il y a des interactions là qui sont possibles, souhaitables ou déjà en cours en ce moment? Je vous laisse répondre. Ben, je ne sais pas, moi, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas vraiment un lien comme ça direct. Enfin, souvent, on parle de conflit comme une conséquence du changement climatique, mais en fait, quand on regarde de près, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement le changement climatique lui-même qui va causer ce conflit-là. C'est plus après les mesures qui sont des fois prises, même pour sécuriser, par exemple, un endroit qui va faire que, bon, bah, ce qu'on voit, par exemple, au Sahel et tout ça, il y a des projets qui sont mis en place et puis, bon, les gens, après, ils n'ont plus, en fait, accès à des endroits qu'ils fréquentaient avant. Par exemple, des lacs, des endroits. Puis c'est ça qui fait qu'après, ça crée même des... Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas, il n'y a pas un lien comme ça direct entre la dégradation de l'environnement ou le changement climatique et puis les conflits ou les tensions et tout ça, même si ça vient exacerber ça. C'est ça, donc c'est très, c'est complexe et puis en même temps, c'est dans différents contextes, ça change dans les différentes régions du monde, selon les vulnérabilités qui existent et puis les problèmes qui existent. Enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais juste, je voulais faire cette observation-là. Je voulais aussi fournir une petite portion de réponse avant. Je ne sais pas si c'était par rapport à cette question-ci, mais j'aurais bien aimé là, que Marcel Goyeneche, qui était avec nous, puisse fournir aussi un peu plus qu'il soit là, s'il avait été en personne avec nous, qu'il puisse un peu fournir d'informations sur le Centre d'action climatique du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, là, qui est géré par la Fédération internationale, que je ne connaissais que très peu avant cet événement-ci, mais qui sont aussi, là, qui regroupent beaucoup de représentants de certaines sociétés nationales, la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, c'est sûr qu'on a le CICR qui est plus là, sur place, quand on parle de la survenance d'un conflit armé, mais il y a aussi de la recherche qui est faite en amont. Je ne connais pas les détails, je ne connais pas les partenaires, mais j'imagine avec d'autres partenaires en collaboration. Fait que je pense qu'il y a des initiatives qui sont là, mais en effet que c'est l'ampleur que ça pourrait prendre est à voir encore. Je crois. Est-ce que c'est pour une question que vous... Okay. Donc, ce sera la dernière question. Par la suite, ça va déjà être le temps de la fin, mais une courte question et on va pouvoir. Ok, merci. Je me présente, Hassan Djibrine. Je travaille sur le développement durable. En fait, j'ai une question à Madame Sophie. Dans le cadre de votre présentation, vous avez abordé la question de rattachement, ou en tout cas le lien qu'il y aurait entre la sécurité et le changement climatique. Donc ma question elle est celle de savoir, vu que vous avez relevé l'absence d'intentionnalité, alors que il est connu que l'une des causes du changement climatique sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des projets ou des actions dans le cadre de la lutte contre... Madame Sophie, je n'étais pas sûre si vous parliez de moi, là, mais je pense que vous parlez de moi. Là. En fait, ce que j'essayais de dire, c'est qu'on parle de changement climatique comme une menace, et une menace, en tout cas dans le monde parce que moi je viens du monde de la défense, là, on a une façon de le caractériser, et c'est toujours... une menace, ça a une intention et une capacité. Donc ça, c'est deux éléments qui sont nécessaires pour qu'on puisse parler de menace. Et dans ce cas-là, dans le cas des changements climatiques, comme il n'y a pas d'agent,
même si ça a été, je veux dire, le résultat qu'on voit, c'est les activités humaines qui ont causé ça, mais le changement climatique le mal qu'il fait, il ne le fait pas délibérément. Donc, on ne peut pas parler de menace. C'est dans ce sens-là que j'essayais de faire la nuance ici. Là. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de menace, on parle de multiplicateur de menaces, parce qu'il y a d'autres menaces qui existent. Et puis là, s'il y a les effets du changement climatique vont venir amplifier ces problèmes-là. Je ne sais pas si ça clarifie un petit peu le... C'est plus au niveau conceptuel que je parlais, plutôt que des initiatives ou Je pense que ça démontre aussi un ça. autre défi de la pluralité des régimes juridiques, c'est que des fois, un terme peut vouloir dire une multitude de choses dans différents domaines. Je pense que menace peut justement là, être un de ces exemples-ci. Donc, c'est ce qui met fin partiellement à cette conférence. Donc, merci énormément à nos 4 panélistes qui ont été là. Merci aux questions. Et j'accueillerai maintenant Sarah pour un petit mot de clôture. Donc, je vais être très, très brève pour qu'on finisse dans les temps, mais encore une fois, un gros merci à nos panélistes. Merci aussi beaucoup à Fanny d'avoir assuré la modération de ce panel. Merci aussi à la Croix-Rouge canadienne d'avoir été partenaire avec nous pour cet événement. C'était évidemment des discussions fort intéressantes, fort enrichissantes, que je vais vous inviter à poursuivre, dans le fond, dans le cadre d'un petit cocktail qui va avoir lieu dans l'aire de repos située à gauche des ascenseurs. Donc, vous pouvez vous joindre à nous là, pour cet événement. Et je profite aussi de ma présence au micro pour vous inviter cordialement à notre dernier événement, donc notre événement de clôture des rendez-vous Gérin-Lajoie, qui va avoir lieu demain à 16h dans cette même salle et qui va porter sur les 60 ans de la doctrine Gérin-Lajoie, qui est éponyme de notre événement. Et donc, on va avoir plusieurs panélistes, encore une fois, très intéressants et intéressantes. Finalement, avant de vous libérer formellement pour ce cocktail de clôture, je vous invite fortement à remplir notre sondage de satisfaction. Le code QR est affiché sur notre table d'accueil. Il va être affiché normalement aussi derrière moi. Ça nous permet de mieux répondre à vos besoins et de continuer, dans le fond, dans la création d'événements qui vont vous intéresser et qui vont vous faire vous déplacer. Donc, merci aussi à vous d'être venus dans cette salle et merci aussi à tous nos participants en ligne. Donc, voilà. Sur ce, je vous invite à vous joindre à nous pour un cocktail de clôture.